L'écho RH. Bonjour, Julien Durand, je suis DRH dans une entreprise de distribution d'un peu plus de 500 salariés. Je vous appelle parce qu'on a mis en place plusieurs actions de prévention et de bien-être au travail. Mais sincèrement, nous avons l'impression que les attentes ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Il n'y a pas d'impact véritable sur nos collaborateurs et je voulais savoir comment on pouvait structurer une démarche QVCT, comment la démarrer et si vous pouviez nous aider sur ces sujets. Aujourd'hui, la qualité de vie et des conditions de travail, la QVCT, est devenue un enjeu incontournable pour les DRH. Mais entre les ambitions affichées et la réalité du terrain, certaines démarches restent difficiles à concrétiser, voire à piloter dans le temps. Alors, comment construire une démarche utile, mesurable et adaptée à votre entreprise et à vos moyens ? Bienvenue dans l'écho RH, le podcast qui éclaire vos décisions en matière de prévention et de QVCT. Je suis Julie Dumini et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ludivine Baudel, directrice de marché entreprise en assurance de personnes chez Verspiren et assesseure au tribunal judiciaire de Lille. QVCT et prévention, on en parle tout de suite. Bonjour Ludivine. Bonjour Julie. Alors, c'est vrai que la QVCT, on en entend beaucoup parler en ce moment dans les entreprises. On voit aussi des démarches qui se mettent en place, parfois qui restent assez théoriques. Aujourd'hui, quels sont les pièges à éviter pour une entreprise, effectivement, qui veut mettre en place une démarche QVCT à part entière ? Il y en a plusieurs, j'en vois quatre majeurs. Le premier piège, c'est le déploiement de solutions généralistes, impersonnelles. Il est évident que si nous ne nous posons pas la question en amont de la pertinence du service qui est déployé, si nous ne menons pas une analyse du besoin des zones de risque de l'entreprise, eh bien le déploiement de ce service court peut-être pas à la catastrophe, mais en tout état de cause sera difficile à porter sur le long terme. Le deuxième risque que j'identifie, que nous identifions, c'est effectivement le manque d'association de la direction et des managers de proximité. C'est-à-dire que si vous n'embarquez pas dans ce projet de déploiement d'un service, quel qu'il soit, vos équipes de direction et vos managers de proximité, il vous sera très délicat d'en pérenniser le déploiement et d'embarquer vos collaborateurs aussi. Le troisième piège qu'il faut éviter, c'est justement de ne pas communiquer auprès de vos collaborateurs ou de ne pas communiquer assez auprès de vos collaborateurs. Il est important que vous poussiez des campagnes de communication qui soient récurrentes, qui soient pertinentes, qui soient multicanales, de manière à ce que vous soyez quasiment certain d'atteindre 100% des collaborateurs qui sont supposés bénéficier du service que vous déployez. Et enfin, et non des moindres, le dernier piège à éviter, c'est de ne pas maîtriser le budget et son financement. Vous ne pouvez pas pérenniser un service si vous n'avez pas levé le tabou, entre guillemets, de son financement et de ses modalités de financement. Tout à fait. D'ailleurs, on en reviendra, effectivement, on en reparlera tout à l'heure, parce que c'est un sujet qui concerne beaucoup, effectivement, les DRH, et c'est un des freins aujourd'hui qu'on a observé. Si, effectivement, l'entreprise donc veut construire une démarche QVCT, on va dire adaptée vraiment à la réalité de son entreprise, mais qu'elle ne dispose pas soit d'un service de prévention ou en tout cas de budget conséquent. Comment peut-elle tout de même construire en fait cette démarche sans effectivement gros moyens ou une équipe dédiée en fait Il faut qu'elle s'appuie sur son conseil expert. À titre d'exemple, nous sommes courtiers en assurance, mais vous pouvez bien évidemment vous appuyer sur d'autres conseils à vos côtés. L'idée, c'est de pouvoir bénéficier de l'expertise d'un professionnel qui va vous permettre d'engager une démarche claire avec des éléments concrets et des engagements précis. Je vois 4 étapes pour le déploiement d'un service en bonne et due forme. La première étape, c'est l'étape de l'audit, du diagnostic. Donc là, c'est essentiel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se projeter dans le déploiement d'un service si nous ne connaissons pas, à minima, les services qui ont pu déjà être déployés dans l'entreprise par le passé ou qu'ils soient encore tenus à disposition des collaborateurs ou des équipes RH. Donc effectivement, important de mener cette première mission d'audit. Et en fait, cet audit,
on va pouvoir, comme je l'indiquais en introduction, benchmarker les services déjà existants ou déjà déployés au sein de l'entreprise. Est-ce qu'ils étaient pertinents? Est-ce qu'ils ont été couronnés de succès? Est-ce que le financement était maîtrisé? Est-ce que le financement n'était pas au final inutile et aurait pu être mobilisé pour un autre service un petit peu plus percutant? Et une autre approche pour mener ce diagnostic, c'est l'analyse de la data. Je l'évoquais tout à l'heure, en tant que courtier en assurance, nous accompagnons les entreprises qui nous font confiance dans le pilotage de leur régime de prévoyance et de frais de santé. Bien évidemment, nous avons accès à l'intégralité de la data liée à l'absentéisme, à la démographie, au comportement au regard du régime frais de santé, c'est-à-dire quelles sont les typologies de dépenses de santé des collaborateurs au sein de l'entreprise. Donc cette phase de diagnostic, d'audit est essentielle et c'est la première étape. La deuxième étape, partant de cet audit, c'est de définir des priorités. Le but, ce n'est pas de déployer des services à tout va, c'est vraiment avec la direction et ou les partenaires sociaux, puisque bien évidemment ils sont associés à la démarche, de définir 2-3 priorités. Est-ce qu'on va cibler les troubles musculo-squelettiques? Est-ce qu'on va cibler les risques psychosociaux? Est-ce qu'on va cibler l'accompagnement des managers? Voilà, je n'en cite que quelques-uns. Et partant du principe qu'on a ciblé ces priorités en entreprise, là, nous allons pouvoir valider le budget et son financement. On y reviendra un petit peu plus tard, donc je ne m'arrête pas sur cette thématique-ci. Et bien évidemment, la dernière étape, c'est la sélection du partenaire de confiance, du partenaire solide et l'accompagnement dans le déploiement de la solution. Alors oui, c'est intéressant effectivement parce que tout à l'heure tu as évoqué la data. On sait que c'est une des difficultés effectivement aujourd'hui mis en avant parce qu'il faut pouvoir piloter la démarche. Quels indicateurs tu conseillerais pour bien piloter effectivement la QVCT et peut-être prouver aussi sa valeur à la direction? Pour moi, les indicateurs sont multiples. J'en vois 4 majeurs. Des indicateurs RH, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait, partant du principe qu'on aura défini, comme on l'a évoqué tout à l'heure, des priorités et des objectifs clairs, on peut tout à fait travailler avec la RH à un avant-après. C'est-à-dire effectivement, est-ce que l'objectif du service déployé, c'est une baisse du nombre d'arrêts de travail? Eh bien, on peut tout à fait piloter un avant-après de l'impact du service déployé sur la diminution du nombre d'arrêts de travail. Donc voilà, des indicateurs RH. On peut aussi travailler sur des indicateurs que j'appellerais des indicateurs ressentis collaborateurs. Donc là, on peut tout à fait adresser des baromètres aux collaborateurs pour prendre un petit peu la tendance, prendre la température, prendre le pouls, savoir si ce qu'on a déployé est pertinent, si les collaborateurs se sentent mieux en matière de stress, de charge de travail, si on accompagne le management, est-ce que les managers se sentent mieux au quotidien. Donc très important aussi de prendre le pouls de la réalité terrain. On peut aussi envisager, en fonction des services qui sont déployés, pourquoi pas des groupes témoins. Imaginons qu'une entreprise déploie non pas pour l'ensemble de ses collaborateurs, mais par lot, entre guillemets, des bilans de santé. On peut tout à fait envisager des groupes témoins auprès des collaborateurs qui ont bénéficié de ces premiers bilans de santé, de manière à valoriser ou non d'ailleurs, mais le but étant dans l'absolu d'avoir choisi un service pertinent, donc de valoriser les bilans de santé dont ils ont pu bénéficier et ainsi continuer à les proposer à l'ensemble des autres collaborateurs de l'entreprise. Donc voilà, des indicateurs ressentis collaborateurs, des indicateurs aussi financiers qu'on pourrait tout à fait envisager. Rien ne nous empêche d'établir avec l'entreprise des indicateurs ROI, c'est-à-dire si je reprends l'exemple du nombre d'arrêts de travail, si l'objectif du déploiement du service est de diminuer le nombre d'arrêts de travail, rien ne nous empêche d'établir le coût moyen, c'est-à-dire une espèce de poche globale des coûts directs et indirects pour l'entreprise d'un collaborateur en arrêt de travail, et à la lumière de la réalité de la diminution des arrêts de travail du fait du déploiement du service, mesurer ce ROI, et l'impact directement financier voire économique pour l'entreprise. Et les derniers indicateurs sur lesquels nous pouvons travailler, ce sont les indicateurs d'utilisation. C'est-à-dire que vous avez tout simplement le taux de connexion, le taux d'utilisation. Ah oui, du service lui-même. Exactement, le service lui-même. C'est-à-dire qu'effectivement, indépendamment même du ressenti du collaborateur et de la réalité, de l'adéquation entre le service et les objectifs fixés par l'entreprise, voyons tout simplement si le service est utilisé. Et là, il faut savoir que la majeure partie maintenant des partenaires, du moins ceux avec lesquels nous travaillons chez Verspiren, proposent des dashboards. Et là, ça vous permet aussi au quotidien de vérifier que le service déployé, indépendamment de ses impacts finaux, est utilisé, ce service, par l'ensemble des collaborateurs cibles. Donc voilà, il y a plusieurs pistes à explorer et le tout permet effectivement de valoriser le service au sein de la direction et d'en justifier son déploiement. Tout à fait, c'est très intéressant et puis ça apporte aussi des indicateurs précieux au service RH.
très très clair. Alors si on devait parler effectivement de durabilité, parce si on met en place effectivement une politique de prévention et une démarche QVCT, on a envie bien sûr qu'elle soit durable dans le temps et de voir les effets sur le long terme. Selon toi, comment faire effectivement de la prévention un véritable levier de performance et durable? C'est ce que l'on évoque en fil rouge depuis le début de cet échange, des engagements concrets et des objectifs clairs. Partant du principe de la maîtrise de ce projet et du déploiement de ce service, vous allez pouvoir retrouver cette performance durable par la diminution de l'absentéisme, tel qu'on a pu l'évoquer, par la valorisation de la marque employeur, c'est-à-dire que vous avez une attractivité de l'entreprise qui prend soin de ses collaborateurs sur le marché de l'emploi. Vous avez aussi une rétention des talents, puisque un collaborateur qui se sent bien dans ses baskets et bien dans son entreprise n'a peut-être pas spontanément envie d'en partir immédiatement. Donc, vous avez aussi un gain en matière de recrutement et de formation des nouveaux talents au sein de l'entreprise. Et vous avez ainsi de multiples capacités de performance durable. Vous allez aussi notamment avoir un impact sur l'accident du travail. Voilà, on sait tous que c'est un enjeu majeur pour les entreprises. Donc, vous avez des leviers pour agir sur cette performance durable. La clé vraiment, c'est de maîtriser votre projet. D'accord, très bien. Abordons maintenant le sujet effectivement des budgets. On sait que c'est un des premiers freins, en tout cas aujourd'hui, pour les directions des ressources humaines, de mettre en place des actions concrètes. Ça nécessite effectivement parfois des budgets conséquents. Est-ce que tu peux nous rappeler aujourd'hui les financements qui existent pour les entreprises et comment y accéder? Je vais en citer quelques-uns puisqu'ils sont assez nombreux. Le message, c'est appuyez-vous sur le conseil de votre expert. Vraiment, ne faites pas du financement un tabou, n'abordez pas, ne mettez pas de côté le sujet de la QVCT par peur du financement de la QVCT. Il y a plusieurs solutions. Il y a bien évidemment le budget qui peut être alloué par l'entreprise, qui est le premier levier. Vous pouvez aussi, vous appuyer sur les œuvres sociales et culturelles de votre CSE. Il peut y avoir également des budgets cadeaux entreprises annuels. Vous pouvez aussi travailler main dans la main avec votre courtier, votre organisme assureur en prévoyance et frais de santé, notamment par les fonds sociaux. Alors fonds sociaux qui sont soit ceux de l'organisme assureur, soit les vôtres par l'intermédiaire des dispositifs conventionnels de haut degré de solidarité. Je rentre pas plus dans le détail, mais sachez que les solutions sont là. Il suffit de se poser sur la question, de voir quels sont les leviers qui se présentent à vous, qui peuvent être potentiellement cumulatifs avec des financements partiels ou totaux par l'un ou l'autre des leviers que je viens d'évoquer. Donc vraiment, n'hésitez pas à en parler avec un sachant, il saura parfaitement vous accompagner. Voilà, effectivement, faut bien en être accompagné. Exactement. En tout cas, on peut être aidé assez facilement sur ces sujets-là. Merci beaucoup, Ludivine, pour ces éclairages. Alors avant de nous quitter, on a un petit rituel dans le podcast, c'est effectivement le je garde, je jette et j'ose. Donc si on devait garder aujourd'hui une idée sur une démarche prévention et QVCT, laquelle ce serait ? Moi, je vais garder globalement cette volonté, voire cet engouement des entreprises et des partenaires sociaux à accompagner les collaborateurs et collègues des entreprises que nous accompagnons et globalement sur le marché français. Il faut savoir aussi que chacun y est gagnant. L'entreprise, le collaborateur. Il faut savoir aussi que nous, si je ramène en fait l'objet de notre échange à notre activité chez Verspiren, nous qui sommes courtiers en assurance de personnes, sachez que vos régimes de prévoyance et frais de santé y verront également des effets positifs. Donc voilà, ce que je garde, c'est cet engouement, c'est important. Il ne faut pas passer à côté du sujet de la QVCT et de la prévention et tout le monde y trouvera son compte. Au contraire, donc peut-être une idée à ne pas conserver, à jeter ? Ne pas conserver. Je dirais pour être un peu provocatrice, le baby-foot peut-être dans la salle de pause. C'est-à-dire que c'est peut-être pas une mauvaise idée de mettre un baby-foot, mais est-ce qu'il est vraiment pertinent ? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on souhaite déployer comme axe de QVCT pour le collaborateur ? Est-ce que en parallèle ou en lieu et place du baby-foot, on pouvait pas travailler une solution un petit peu plus pertinente ? Donc voilà, l'idée c'est de vous dire tout simplement, posez-vous sur la question, réfléchissez-y de manière à dessiner vraiment un projet QVCT en parfaite adéquation avec vos besoins. D'accord, et donc s'il fallait oser Oser, ouvrez tout simplement la boîte à idées QVCT et prévention. Il y a plein de belles choses à mettre en œuvre et je vous assure que ça n'est vraiment pas la boîte de Pandore. Donc foncez, on se trouvera toujours une solution. Merci Ludivine pour ce partage. Merci à toi.
L'Éco-RH, c'est le podcast proposé par Verspiren, votre partenaire en matière de prévention et de QVCT. Retrouvez tous nos épisodes sur vos plateformes d'écoute. Si vous avez d'autres questions ou que vous souhaitez des précisions sur cet épisode, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous souhaitez nous proposer une thématique à aborder lors d'un prochain épisode, contactez-nous également. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup et à très vite.